toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Paris Retail Week Connect. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Lachenal, qui est cofondateur et CEO de Miliboo, une enseigne de meubles design en ligne et physique. Et je vous donne également rendez-vous à 11h. Vous pourrez participer à la session de Speed Networking pour rencontrer les fournisseurs de solutions de la problématique parcours client agile. 1 heure de rendez-vous de 3 minutes. J'accueille tout de suite Guillaume Lachenal. Alors Guillaume, bonjour, vous êtes avec nous mais en visioconférence, bienvenue. Bonjour, merci. On est ravis de vous avoir parmi nous. Et Guillaume, on va commencer tout de suite par un petit rituel qu'on a avec chacun de nos mentors, à qui on demande lors de ces web talks d'amener des objets. Donc je vais vous demander de présenter ce ou ces objets et surtout de nous dire ce qu'ils signifient pour vous. Alors moi, j'ai un objet qui peut paraître extrêmement banal et extrêmement classique. C'est mon téléphone. Mais je pense que ça dépend essentiellement comment est-ce qu'on s'en sert et l'utilisation qu'on en fait. Je pense que la situation actuelle nous a appris qu'il pouvait avoir bien des utilités. Il y avait beaucoup l'image de parasiter nos vacances dans le passé. Mais moi, c'est mon meilleur allié pour simplifier mes journées et pour me donner de la liberté dans mon quotidien. C'est vrai que chez Miliboo, on a l'habitude d'être très digital sur tous nos outils et mon téléphone me permet d'absolument tout piloter. Très bien, merci Guillaume. Alors c'est une belle transition donc avec Miliboo, je le disais un peu plus tôt tout à l'heure, donc vous êtes cofondateur mais aussi CEO de cette enseigne de meubles de design en ligne et physique qui a été créée en 2005. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le concept de cette marque mais aussi son actualité ? Alors le concept de Miliboo, il a été assez avant-gardiste. Il est né au moment où il y avait peu d'acteurs sur Internet. Donc l'idée était de prendre une place sur Internet alors qu'il y avait encore peu d'enseignes, et puis de la prendre d'une manière assez particulière, qui est aujourd'hui l'ADN pur de Miliboo, c'est-à-dire qu'on a voulu le faire avec des gammes de produits qui étaient uniques. Donc on est parti en dessinant nos produits, en les faisant fabriquer, en les portant en stock et en les commercialisant en direct au client final. Et on a supprimé toute la chaîne d'intermédiaires. D'accord. Et vous avez donc un concept qui est à la fois mixte, c'est-à-dire que vous avez quand même développé aussi des enseignes physiques. Alors, à la demande de nos clients, on a dû descendre sur le physique. C'est vrai que nous, on est né pure player, on a un ADN qui est profondément Internet. Néanmoins, évidemment, quand vous achetez un canapé, vous avez envie de le toucher, vous avez envie de vous asseoir dedans, vous avez envie de le voir, ce qui est tout à fait naturel. Donc, on est descendu sur le physique, c'est l'expression qu'on a souvent. On a dû apprendre le physique. On a souvent fait le processus inverse de beaucoup d'enseignes qui sont allées vers le digital. Nous, on a fait l'inverse. On est allé vers le physique. Et puis, on a créé des boutiques assez atypiques parce que moi, j'ai toujours été émerveillé de voir nos clients qui sortaient leur carte bleue pour acheter un canapé à 1 000 € sans jamais l'avoir vu ni touché. Donc, je me suis dit, si mon client fait ça, il y a des ingrédients dans ma démarche commerciale, dans mon site internet, qui font que ça le rassure tellement, c'est tellement convaincant que malgré le fait qu'il l'a jamais vu, il l'achète quand même. Donc, si on ouvre des points de vente physiques, il faut pas perdre ces éléments-là. Il faut impérativement les réintégrer. Et ça a donné la création des mini-boutiques, qui sont effectivement des boutiques connectées avec un fonctionnement un peu. Avec une expérience donc de shopping unique. On va parler un peu plus du contexte, Guillaume. D'ailleurs, voilà, vous êtes avec nous, mais à distance. Pour vous, 2020, ça a été finalement, malgré tout, malgré le contexte, on va dire une année assez positive, puisque vous avez effectué des ventes records. Alors, pour Miliboo, ça a été une très bonne année, mais on peut pas dire que ça a été une année meilleure ou particulièrement plus forte que les autres. La croissance de l'année 2020 est la même que celle de la croissance 2019. On est effectivement habitué à de très fortes croissances chez Miliboo. On est sur un marché qui est important et on est en phase de pénétration plutôt agressive.
Mais c'est vrai que la force de Miliboo, ce concept purement omnicanal dans notre approche, fait que un client, s'il a l'occasion d'aller en boutique, il sera très content d'y aller. S'il ne peut pas, les ventes vont se transférer vers le site internet et inversement. Et c'est vrai que nous, on a un ADN qui est vraiment profondément omnicanal. C'est-à-dire que vous êtes un client, on va vous considérer de la même façon, prendre soin de vous de la même façon que vous soyez via votre mobile, via votre ordinateur ou physiquement en magasin. Alors, Guillaume, vous avez accepté d'être mentor de la problématique parcours client agile pour le salon Paris Retail Week. J'ai quelques questions à vous poser. Quels sont pour vous les enjeux majeurs pour offrir justement une meilleure expérience client et quelle est votre recette ? Alors, la recette, je ne sais pas s'il y en a une. Je pense qu'il y en a une propre à chaque enseigne et à chaque ADN de marque. En tout cas, des problématiques, elles sont nombreuses. Je dirais que pour moi, le principal point de vigilance, c'est garder l'humain. Parce qu'on n'arrête pas de parler de digitalisation, de vente en ligne, etc. Nous, on vend une ambiance, on vend de la chaleur, on vend le fait que notre client va se sentir bien chez lui. Donc l'humain, il est clé au sein de nos produits, mais il est aussi clé au sein de la relation commerciale. Et la grande difficulté à travers tous ces outils, à travers un mobile comme une expérience dans un magasin connecté, comme sur un site internet, c'est d'arriver à considérer son client de la même manière et à le traiter avec beaucoup d'humanité, à le considérer de la même façon. C'est pas un visiteur entre guillemets, c'est réellement un individu et quelqu'un dont on doit prendre soin. D'accord. Est-ce que vous avez des indicateurs, des KPI qui vous permettent de savoir que vous êtes finalement sur la bonne voie? Et si oui, lesquels? Alors, vous demandez à l'e-commerçant s'il a des KPI. Donc, la réponse est oui, des centaines. On est des obsédés des KPI, évidemment. Ok, je m'en doutais un peu, mais je veux en savoir un plus sur vos recettes, Guillaume. Dites-nous en plus. Alors, lesquels choisir? Lesquels, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a fait nos choix. Et la difficulté, quand vous avez à la fois du physique et à la fois du online, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie de brancher les deux ensemble. Parce que, est-ce que le client qui vous a acheté en magasin, il vous a découvert sur le site internet? Est-ce que le client qui est passé en magasin, il a fini par commander sur internet, mais il a découvert la boutique en passant dans la vitrine? Et là, on rentre dans vraiment l'essence du commerce de demain. Le commerce de demain, il sera sur tous les canaux, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, on a quand même besoin de faire notre marketing et de savoir sur quoi il faut investir et qu'est-ce qui rapporte. Et je pense que c'est là le gros enjeu des KPI aujourd'hui, c'est de faire cette analyse un peu plurielle. Et à Miliboo, on y arrive assez bien, mais on a dû mettre en œuvre un certain nombre de choses. Si vous allez dans une mini-boutique, vous allez voir qu'il y a des écrans connectés, il y a des kiosques tactiles, il y a des cartes de fidélité RFID qui sont posées sur la borne, qui vous permettent de réinjecter tout ce que vous aviez fait en ligne physiquement dans le magasin. Donc nous, on a mis en place toute une palette d'outils et d'appareils qui nous permettent de reboucler un peu ces flux d'informations. Alors, on n'en est pas encore à l'étape où on a une vision totale et complète, mais on commence à voir clair entre les ventes qui sont nées sur le site internet et qui se transforment en boutique et celles qui se transforment sur le site internet dont le premier contact a été la boutique. Et la grande difficulté, je pense, aujourd'hui dans le retail, c'est d'arriver à fusionner ces deux éléments, et ça dépend bien sûr des systèmes d'information des enseignants. D'accord. Guillaume, est-ce que parfois vous avez dû revoir votre copie? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, il y a aussi des échecs dont vous avez pu tirer parti et qui vous ont aussi permis d'avancer? Je vous vois sourire. Ouais, parce que je pense que notre copie, on est en train de la revoir tous les lundis matins. Aujourd'hui, on a des consommateurs qui ont énormément évolué. La crise sanitaire a accéléré ce qui est en train de se passer. Je pense pas elle a fait que l'accélérer pour moi. Elle a accéléré tout le comportement de nos consommateurs de 2-3 années. Donc oui, on revoit nos copies tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait du commerce, elle se doit d'être extrêmement agile et de remettre en question peut-être les choix qu'elle a fait l'année dernière ou les choix qu'elle a fait il y a 5 ans. En tout cas, certainement les choix qu'elle a fait il y a 5 ans, c'est sûr. Il faut pas avoir peur de ça. Donc il faut vraiment tout remettre en question. Des erreurs, on en fait plein. Et les pires erreurs, c'est les bonnes idées d'hier qui n'en sont plus aujourd'hui. Il faut être capable de les diagnostiquer. Donc je retiens de l'agilité et ne pas avoir peur de revoir finalement sa copie ou de revoir finalement
des choses que vous aviez mises en place il y a quelques années, voire quelques mois. Finalement, tous les lundis, vous revoyez les choses. Le consommateur évolue vite, l'enseigne, elle doit évoluer aussi vite que le consommateur. D'accord. Alors, votre offre, elle est quasi basée sur le online. J'aimerais savoir quels conseils vous donneriez aux commerçants qui se lancent dans le digital, puisqu'on le sait, avec la crise de la Covid, ils ont été nombreux, oui, ou en tout cas, ils franchissent ce cap. Quels seraient vos conseils pour justement se développer? Et est-ce qu'il y a, selon vous, des écueils à éviter? Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'Internet, c'est un potentiel énorme. Miliboo en est un bon exemple. Néanmoins, c'est un peu une jungle. Il y a énormément d'acteurs. Il faut arriver à percer à travers ces acteurs. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le premier élément pour le succès d'un site Internet, indépendamment d'avoir un bon site fonctionnel, bon paiement, etc., mais c'est plus très difficile aujourd'hui, c'est d'avoir la visibilité, c'est d'avoir le trafic. C'est pas parce que vous allez ouvrir un site Internet que vous aurez le trafic. Si vous êtes un inconnu au milieu de 10 000 sites Internet, personne ne viendra vous voir. Donc, il va falloir collecter du trafic. Et là, tout va dépendre de votre modèle économique. Si vous avez un modèle avec 15% de marge et que vous n'avez pas de trafic entrant, ça va être très difficile. Parce que l'acquisition de trafic, elle va vous coûter 10, 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires en fonction de votre secteur d'activité. Donc aujourd'hui, pour une enseigne qui se lance dans le digital, la première difficulté, elle est plus technique aujourd'hui, c'est pas vrai. Elle est vraiment de collecter du trafic et en quantité suffisante pour rentabiliser son service. D'accord. Et est-ce que vous conseillez finalement de se faire accompagner ou quelles sont justement les bonnes pratiques pour acquérir cette visibilité? Parce que c'est vrai, on peut se dire qu'on a un budget qui peut être alloué, mais ce budget, il n'est pas forcément extensible en fait. Alors nous, on n'est pas forcément un bon exemple, Miliboo, là-dessus, parce qu'on a tendance à tout internaliser. C'est vrai qu'on se fait peu accompagner sur nos services. Typiquement, l'acquisition de trafic, on a une équipe interne qui la pilote 8 heures par jour, qui modifie nos campagnes toutes les minutes, etc. On est en permanence au taquet de la rentabilité de nos campagnes. Bien évidemment, il y a de bons prestataires, mais nous, on ne sera pas référent là-dessus parce qu'on n'a pas cette expérience. Mais il faut vraiment avoir conscience que ça va être une énergie à mettre en œuvre importante, que les budgets peuvent être conséquents et qu'il faut les piloter au jour le jour et même à l'heure par heure. Il faut pas oublier ce paramètre-là. Après, il y a certainement de très bons conseils sur ces services-là, mais j'aurais plutôt tendance à dire aux gens qui ont envie de se lancer, vous connaissez votre business mieux que personne, vous savez quels sont les bons mots-clés, vous savez quels sont les bons arguments qui font vendre vos produits, donc faites-vous confiance dans cette démarche. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est véritablement un point clé pour la stratégie en termes de digitalisation, voire de développement de son entreprise. Pas de visiteurs, pas de vente. Ok, c'est noté. Alors, Guillaume, l'autre atout de Miliboo, c'est aussi la livraison. On en a parlé avec d'autres mentors comme Justine Houteau de Respire qui nous a expliqué que finalement c'était un des points clés et qu'on peut avoir parfois des mauvaises surprises si on ne pense pas à cet aspect-là. Vous, la livraison, elle est gratuite et garantie sous 24 à 72 heures en France. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place ce service et pourquoi ? Alors, la livraison gratuite, en France, c'est pas le cas dans tous les pays d'Europe ou du monde, mais en France, on a du mal à valoriser la livraison. Culturellement, le forfait livraison qu'on paye, c'est de l'argent perdu et qui ne valorise pas le produit. Dans d'autres pays, c'est un service qu'on achète et qu'on valorise. C'est moins le cas en France, et c'est donc un frein à l'achat. Nous, le premier frein à l'achat chez nos clients, lorsqu'on avait des frais de livraison qui étaient payants, c'était ce montant. On l'a baissé, rebaissé, pris une partie à notre charge. C'est pas suffisant. C'est un frein à l'achat. Donc, on a décidé de passer le cap et de mettre la gratuité des frais de livraison, mais c'est effectivement quelque chose qui est pas si évident à faire parce que ce coût de livraison, dans notre modèle économique, quoi qu'il arrive, il existe. Donc, pour pouvoir le prendre à notre charge, on est obligé d'avoir un modèle économique qui permet de l'absorber et d'afficher un prix frontal sur le produit qui soit compétitif, mais qui nous permette à nous, en termes de marge, de couvrir ce coût de livraison. Donc, c'est tout le modèle économique de l'entreprise qui est à revoir. Quand on a décidé, il y a il y a 3 ans maintenant, en mars, il y a 3 ans, d'intégrer ces frais de livraison, il y a des produits qu'on n'a pas pu conserver. Il y a des modèles qu'on a dû revoir. Il y a des produits qu'on a dû redessiner même, parce qu'il a fallu les conditionner différemment, avoir des emballages différents.
pour réduire ces frais de port au maximum et nous permettre de les intégrer dans le prix de vente. C'est un gros enjeu. Si vous avez un produit qui permet d'intégrer la gratuité de livraison, n'hésitez pas, parce que c'est un gros levier de croissance et de vente. Néanmoins, attention, la livraison, c'est un sujet complexe en e-commerce. Il faut le prendre en considération dans sa globalité, pas que son coût principal de ça me coûte 20 € de livrer un colis. Oui, il y a des frais retour, il y a des problèmes de non-livraison, de représentation. Il faut intégrer l'ensemble de ces coûts. Et à ce moment-là, vous pourrez voir si ça correspond à votre modèle économique. Mais nous, on a dû restructurer un peu le nôtre pour pouvoir l'intégrer correctement. D'accord. Donc, c'est aussi un des points clés, un élément majeur finalement dans le parcours client agile à prendre en compte quand on se lance. C'est la première raison d'abandon de panier. C'est noté également. Guillaume, je vous parle de livraison et du coup j'ai envie de vous poser une question aussi autour des enjeux de la RSE, de la seconde vie des produits qui se posent beaucoup aujourd'hui, notamment pour les marques. Quel est votre positionnement ? Alors sur la seconde vie des produits en eux-mêmes, pour l'instant c'est un petit peu compliqué dans le meuble. C'est vrai que c'est difficile de donner une seconde vie à un produit qui a vécu 2 ans, 3 ans, 4 ans dans nos habitations. Nous, on travaille plutôt avec des associations sur ces sujets-là. Donc, on recollecte les produits et on les confie à des associations qui leur donnent une seconde vie. Par contre, on a également tout un flux produits qui sont soit des produits non livrés, soit des refus clients, soit des produits d'exposition dans nos showrooms ou showrooms éphémères. Donc, vous vous retrouvez sur le site Miliboo, sur chaque fiche produit, si le produit est disponible, une offre en produits reconditionnés. Donc, on donne la possibilité à nos clients d'acheter des produits qui ont soit aucun défaut mais qui ont été remballés, soit qui ont un petit défaut d'aspect mineur et qui leur permettent d'acheter avec 5, 10, 15 ou même 20% de remise le même produit, avec les mêmes garanties, la même offre, mais avec ce petit défaut qu'ils peuvent visualiser sur le site internet et acheter. Et voilà essentiellement aujourd'hui le positionnement. Après, nous, on a toujours une démarche très éco-responsable chez Miliboo. On a des emballages qui sont recyclables, on n'a pas de silicagel mais du charbon de bambou. On est adhérent écomobilier, donc tous nos produits en retour et autres passent dans le circuit de recyclage écomobilier. Et puis de plus en plus, on essaie de rapatrier nos productions en Europe et tout particulièrement en France. Alors malheureusement, dans le domaine du meuble, il y a beaucoup de savoir-faire que nous n'avons plus en France. On n'est plus capable de produire certains produits. On est obligé de les acheter en Asie. Mais ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour les canapés, dont la plupart des canapés de Miliboo sont fabriqués en Bourgogne. D'accord. Guillaume, j'ai une dernière question. Le salon Paris Retail Week aborde aussi la problématique des marketplaces. Et vous êtes présent sur de nombreuses marketplaces. En quoi est-ce que ça vous a permis de développer votre activité online ? Je sais que vous avez d'ailleurs développé vos ventes à l'international. Quels conseils vous donneriez à ceux qui souhaitent se lancer ou réussir dans ce domaine ? Alors les marketplaces, c'est un bon outil de notoriété. C'est une façon de se faire connaître et de réaliser des ventes sans forcément avoir à avancer toute la partie financière sur la collecte de trafic. C'est un certain nombre d'inconvénients. Vous perdez la propriété du client. Le client appartient à la marketplace. C'est un coût. Effectivement, il faut compter en fonction de votre secteur 10-15% du chiffre d'affaires en commissionnement sur la marketplace. Donc, ça a un certain nombre d'avantages. Attention si la marketplace est l'un de vos concurrents, ce qui est le cas parfois pour Miliboo. Quand on est très présent, par exemple, sur la marketplace de la Redoute, avec qui on collabore très très bien et on fait beaucoup de chiffres. Néanmoins, ça reste un de nos confrères, donc on fait attention aux produits qu'on commercialise sur ces sites. Donc, il faut quand même avoir présent à l'esprit que souvent les marketplaces ont une double casquette. Ils ont également une casquette de e-commerçant. Donc, il faut avoir très conscience de ça. En ce qui concerne la partie européenne, nous, on fait peu de marketplace en Europe. On est essentiellement présent en propre. Il faut bien avoir conscience que l'Europe, c'est un challenge. Travailler dans une autre langue que la sienne, c'est différent. Mon conseil sur la partie hors France, ça serait de très bien maîtriser son marché en France et ne pas aller voir l'Europe avant ça. Le jour où on le fait, il faut avoir bien conscience que c'est parfois une autre culture, une autre langue. Surtout, embaucher des natifs. N'essayez pas de le faire avec quelqu'un qui parle allemand ou italien, parce que il y a plein de façons différentes de dire une chose et littéralement, c'est peut-être vrai, mais c'est pas comme ça que ça se dit là-bas. Et puis, culturellement, l'approche est pas forcément la même.
J'ai appris ça au Canada en voulant lancer. J'ai étudié à l'époque le lancement de Milibou au Canada, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Où l'agence avec qui je travaillais m'a dit il va falloir traduire votre site. Je lui ai dit mais non, je veux faire que la partie francophone, moi, j'ai pas besoin de le traduire, il est déjà en français. Et le gars a éclaté de rire, il m'a dit mais personne va comprendre ce que vous racontez avec votre site français. Chez nous, un canapé, vous savez, c'est le petit four qu'on mange à l'apéritif. Un canapé, ça s'appelle un divan. Nous, on dit plus divan en France. Voilà, c'est flagrant parce que c'est en français, mais c'est la même chose dans les autres pays d'Europe. Souvent, ça nous paraît juste à nous et même à des personnes qui ont fait beaucoup d'études dans la langue. Moi, j'ai eu ce problème chez Milibou. Et puis quand on discute avec quelqu'un de natif, il me dit mais non, ça se dit pas comme ça. Il éclate de rire. Donc il faut bien avoir cette différence-là à l'esprit et avoir conscience qu'il faut impérativement des natifs, tant pour les traductions que pour le côté culturel et approche. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume, pour ce partage d'expérience, ces précieux conseils. On était ravis de pouvoir échanger avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains Web Talks de Paris Retail Week. Merci beaucoup. Merci beaucoup.